Les spéciales de RVVS. Robert Congo. Bonjour. Dialogue national, révision constitutionnelle, deux initiatives qui font débat en République démocratique du Congo, RDC en sigle. Si Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a reculé en mettant un terme à cette initiative, déclarant lors de son échange avec la diaspora congolaise en Hongrie qu'il ne perçoit ni la nécessité ni l'urgence d'un tel dialogue, Martin Fayulu, opposant, lui croit en cette idée qui, selon lui, est l'un des moyens pour favoriser la cohésion nationale. Quant à la révision constitutionnelle, si cette action est soutenue par le parti politique du président de la République, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, et sa majorité réunie autour de la plateforme dénommée Union Sacrée, elle est rejetée par une bonne frange de l'opposition. Pour l'opposition, cette initiative n'est ni plus ni moins une manœuvre pour Félix Tshisekedi de vouloir s'accrocher au pouvoir après 2028 au terme de son deuxième mandat. Dialogue national, révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Pourquoi faire? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Gaspard Hubert Lonsi-Koko, écrivain, analyste politique et conférencier. Les spéciales de RVVS. Gaspard Hubert Lonsi-Koko, bonjour. Bonjour, M. Congo. La discussion sur le dialogue national en RDC bat son plein. Le président de la République, Félix Tshisekedi, ne perçoit ni la nécessité ni l'urgence. L'opposant Martin Fayulu y tient. Quel est le point de vue de l'analyste politique que vous êtes? Au-delà de la nécessité de l'urgence, je pense quand même qu'à l'heure actuelle, il est difficile de dire quoi que ce soit dès lors que ce ne sont que des hypothèses. Et on ne sait pas quels sont les dispositifs qu'on voudrait toileter. Mais ceci dit, on peut partir du principe que dans cette constitution, il y a quand même des choses à réviser. Et d'autant plus qu'une constitution n'est pas quelque chose qui est figé dans du marbre. Mais que faudra-t-il réviser? Est-ce qu'il faudra revoir les clauses qui ne tiennent pas la route par rapport à l'intérêt et à l'avenir du pays et à sa souveraineté, ou faudrait-il aller plus loin en revoyant aussi les dispositifs bloqués? C'est là-dessus que le débat de fond peut s'articuler et non sur le principe même de la Constitution. Parce que si nous suivons bien l'article 218 de la Constitution, il y a plusieurs modalités pour pouvoir réviser une Constitution. D'une part à l'initiative présidentielle, deuxièmement à l'initiative du gouvernement ou à l'initiative parlementaire, et en quatrième position, le peuple congolais peut aussi demander par référendum une révision constitutionnelle. Donc ceci veut dire qu'un jour, on peut très bien réviser cette constitution. Mais pour quelles raisons et quels dispositifs? C'est là que réside le nœud du problème. La République démocratique du Congo est-elle en crise politique? Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Congo a toujours été géré par une instabilité politique. Pourquoi? À mon avis, cela arrange aussi bien des acteurs politiques congolais, également les acteurs politiques régionaux et internationaux, puisque les enjeux sont tellement énormes que le Congo est la vache à traire. Ça arrange beaucoup de choses, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais pour Félix Tshisekedi, le président de la République, le Congo n'est pas en crise. Ah si, il y a une crise politique au Congo. Et ça ne date pas que de lui. Je lui épargne ça, mais il est en place. C'est lui qui est là pour mettre un terme à cette crise politique. Mais il y a une crise politique. Dès lors qu'il y a des initiatives qui sont prises sans que le Parlement joue son rôle, mais quand on voit aussi les désignations des uns des autres, les comportements de certains ministres et les relations extérieures avec nos voisins, non, il y a une crise politique, une véritable crise politique que nous devons d'ailleurs résoudre pour sécuriser ces pays et puis pacifier la région. Mais si on ne résout pas ces crises politiques, ça veut dire qu'on fragilise l'État. Donc il n'y aura pas d'État au Congo. Et sans État, nous ne pouvons rien faire. Nous risquons un jour de nous retrouver sans pays ou avec un pays émietté. Toujours pour Félix Tshisekedi, qui n'est pas favorable au dialogue, est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il oublié l'opposant politique qu'il était il y a 6 ans, qui était farouche contre la révision de la Constitution ou bien qui était pour un dialogue national? Les latinistes disent verba scriptas manent volent, à savoir les paroles s'envolent mais les écrits restent. Mais pour nous qui à l'origine nous sommes, je dis entre guillemets, des traditions orales, nous disons que là où t'entraînes tes
parole, tu auras du mal à y revenir. Je lis beaucoup d'articles du président Tshisekedi. Personnellement, j'étais favorable à ce qu'il soit élu, voire dans une moindre mesure réélu, parce que je me disais que c'est le fils de quelqu'un, il ne sort pas de nulle part, et puis il avait des positions qui étaient fermes. Mais à quoi ça sert d'être ferme quand on est dans l'opposition et mou quand on est au pouvoir? C'est là qu'on reconnaît la valeur, la capacité et les convictions et principes d'un acteur politique. Je pense que le président de la République, il lui reste, je ne sais pas combien d'années, 2 ou 3 ans, mais il doit agir par rapport à ses paroles quand il était opposant. Pas qu'il s'oppose à son propre gouvernement, mais qu'il s'oppose à ce qui n'est pas bon pour le pays. Donc on pense qu'il y a une crise de légitimité. Qu'en pensez-vous? Bon, la crise de légitimité, je pense être mal placé pour ça, parce que déjà, l'électeur congolais lui-même n'a rien contesté. Aujourd'hui, il se promène en tant que président de la République démocratique du Congo et tout le monde le reconnaît. Donc, peu importe l'issue des élections, aujourd'hui, il est légitime et l'opposition et les partenaires extérieurs l'ont reconnu comme président de la République et le peuple n'a pas contesté. Donc, du coup, pour moi, il est légitime. Mais il ne suffit pas d'être légitime pour être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est tout le problème est là. S'il y a dialogue aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui doit y participer selon vous? Il ne faut pas que le dialogue national soit quelque chose d'organisé pour pouvoir prétendre aux Marocains. Non, s'il y a dialogue national, c'est pour renforcer la cohésion nationale. Et il faudrait inclure tous les acteurs politiques et de la société civile, excepté ceux qui ont pris les armes contre les pays, excepté ceux qui ont versé le sang des Congolais, excepté ceux qui ont violé nos mamans, nos femmes et nos enfants. Est-ce que le dialogue politique est-il primordial aujourd'hui au Congo? Où est la place du dialogue social? Le dialogue social est déjà l'émanation, le fruit d'une volonté politique. S'il n'y a pas volonté politique, vous pouvez faire autant de dialogues, ça n'aboutira à rien. Le dialogue social lui-même, pour que ça soit acté, il faut en amont une volonté politique pour pouvoir le mettre en place. Et s'il n'y a que le dialogue social et qu'il n'y a pas un suivi politique, ça n'aboutira à rien. Et s'il y a un dialogue politique mais il n'y a pas un suivi social, les résultats seront les mêmes. Donc les deux sont utiles, mais il faut que ça puisse interagir positivement. D'après vous, comment on peut orienter justement ces dialogues pour favoriser un véritable changement au Congo? Ces opportunistes qui n'attendent qu'il y ait un dialogue juste pour profiter des Marocains, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas la science infuse, mais je pense que c'est une voie obligatoire pour les Congolais. Il faut que ça se fasse à l'intérieur du pays d'une part. Il faut que beaucoup de forces vives soient incluses. Et il faut aussi que la diaspora, plusieurs tendances confondues, pas de la diaspora qui va dans nos ambassades, on connaît déjà leur couleur politique, mais les Congolaises de la diaspora qui ont une opinion, qui peuvent apporter quelque chose de concret et pas faire dans le clientélisme. J'oublie pas non plus les chefs coutumiers pour que les choses puissent tenir la route. Mais nous ne pouvons pas éviter ces dialogues. Ça ne sert à rien d'adopter la politique de la fuite en avant. Combien d'élections avons-nous eu depuis le départ de Mobutu jusqu'à aujourd'hui? Et combien de dialogues faussés qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'on a organisé des choses sans penser au pays. Les gens ont organisé ce genre de dialogue pour leurs propres intérêts et non pour l'intérêt des populations congolaises. Il faut inverser la procédure, la finalité, pour pouvoir avoir un bon résultat. D'aucuns rejettent justement cette idée de dialogue ou cette initiative de dialogue parce que Félix Tshisekedi ne tient pas parole. C'est aussi votre point de vue? Je ne peux pas dire ça parce que si vous ne faites pas ça, non, il aura raison de dire que je vous ai proposé un dialogue, vous n'êtes pas venu. Des fois aussi, il faut prendre les gens au mot. Ça coûte quoi d'aller au dialogue une fois? Et s'il n'en tient pas compte, là, vous serez légitime pour agir. Mais si vous refusez déjà d'emblée les dialogues, qu'est-ce que vous allez lui reprocher demain? Je parle en tant que descendant des Bantous. Nous avons toujours connu l'arbre à palabres. C'est peut-être l'Afrique, des pays d'Afrique doivent réutiliser ces systèmes d'arbres à palabres pour pouvoir régler leurs problèmes à leur façon et non pas d'agir à l'occidental, à l'européenne ou je ne sais pas comment. Et si à la place du dialogue, on organisait par exemple des consultations, ce serait aussi une bonne chose. Et la consultation, c'est aussi une sorte de dialogue. Si vous demandez l'avis des gens, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs fait Maréchal
maréchal Mobutu avant d'organiser comment ça s'appelle la conférence nationale souveraine. Ouais. Il y a eu des consultations en amont et à partir de ces consultations, on a essayé de voir ce qu'il fallait mettre en place. C'est pas une mauvaise idée non plus. Peu importe la couleur du chat, disent les Chinois, dès lors qu'il attrape la souris. Et la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo ne mérite-t-elle pas une attention particulière si ces dialogues avaient lieu, qu'on parle quand même de ce qui se passe dans l'Est? Le problème de la situation dans l'Est, on a beau critiquer et à juste titre d'ailleurs ou condamner nos agresseurs. Mais est-ce que vous avez entendu dans notre propre Parlement, vous avez vu des séances sur la situation à l'Est? Est-ce que vous avez entendu notre gouvernement mettre l'accent sur cette situation à l'Est? C'est quelque chose qui est géré individuellement par 2 ou 3 personnes dans un coin. Et quand on me dit que le Congo est en guerre, agressé par le Rwanda, je suis toujours surpris de voir que les relations diplomatiques existent avec le Rwanda. Je suis toujours surpris de voir que la frontière n'est toujours pas fermée. Et donc pour moi, c'est des éléments, mais laisse supposer qu'il y a anguille sous roche. Et quelle lecture faites-vous de la démarche de Nanga avec son alliance Fleuve Congo dans l'Est du pays? Je pense qu'aucune raison au monde ne justifie qu'on puisse trahir son pays. Et surtout s'associer avec des étrangers pour agresser son pays. C'est de la haute trahison. Et M. Nanga est devenu opposant tout simplement parce qu'on l'a privé de ses biens et il est devenu soi-disant opposant armé. Mais avant ça, il ne l'était pas. Donc pour moi, il ne faut pas suivre des gens qui prennent les armes contre leur propre pays. Il y a plusieurs façons de s'opposer. Ça peut être par pétition, ça peut être par action politique, avoir un parti politique, se présenter ou parler en tant qu'acteur politique, mais pas se servir des armes aux côtés des étrangers pour pouvoir verser le sang de nos compatriotes. Alors Nanga avec son alliance Fleuve Congo, M23, le Rwanda avec Paul Kagame, est-ce le même combat? Nanga se bat à partir d'où? D'abord, c'était le Kenya. On a vu le rôle qu'a joué le Kenya. Après, il est avec les M23. On sait qu'il soutient les M23. Donc là, Nanga, à mon avis, n'est qu'un levier qu'on utilise pour montrer que c'est un combat qui est mené par des Congolais de souche. Mais je pense que ce n'est qu'une marionnette qu'on jettera demain une fois le pouvoir pris. Faut-il dialoguer avec lui? Non, je pense pas. Il y a des moments où il faut être ferme dans la vie. Quelqu'un vient chez toi, tu te tapes et tu vas dialoguer avec lui. Non, 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 non. Dans ces pays où nous vivons, vous et moi, les gens ont mené des révolutions. Les gens ont sacrifié leur vie pour leur indépendance. Pourquoi les Congolais ne feront pas ça? Ce n'est pas les étrangers qui viendront nous libérer ou sauvegarder notre souveraineté. C'est nous-mêmes avant tout. Les spéciales de RVVS. Dialogue national et révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Pourquoi faire avec Gaspard Berlonsi Coco, écrivain, analyste politique et conférencier. Révision de la Constitution, l'UDPS tombe le masque. La Constitution actuelle empêche-t-elle le pays d'aller de l'avant? Tout à fait. Vous venez de mettre la chanson de Rochero et j'ai même la chair de poule. Congo, Yabatuamaïle, Lobi, Bawasali Sayo. Nous aussi, nous sommes des gens intelligents. Est-ce que nous devons accepter des clauses du genre? Je prends l'article 217 de la Constitution qui dit, je cite, « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. » Quelle personne intelligente doit accepter que cette clause figure dans sa constitution? In fine, c'est ce qui est en train de se passer dans l'Est. À travers cet article, on est en train de préparer le peuple congolais ou de justifier la balkanisation. Oui, Congo Yabatu Yamaïle, Lobi Barosali Sayo. C'est à nous, à vous, à moi, aux autres Congolais censés être intelligents de s'élever. Je parlais au début que cette constitution mérite d'être nettoyée, excepté les dispositifs bloqués. Ce n'est pas pour rien. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Est-ce qu'il y a quelques dispositions constitutionnelles qui bloquent le gouvernement pour faire des choses pour l'amélioration de la situation des Congolais? Rien du tout. Tout à l'heure, j'ai cité les 4 modalités pour pouvoir réviser la Constitution. Est-il que le gouvernement ne le fait pas? Mais c'est aussi au peuple congolais, à nos opposants, de s'unir, de militer pour que le peuple, par référendum, puisse demander la révision de certaines clauses. Mais j'insiste bien, sauf les dispositifs
dispositifs bloqués, puisque ces dispositifs contribuent à la souveraineté, à l'indépendance et à la démocratie du pays. Mais certains d'autres dispositifs doivent être révisés. Parce qu'il y a même dans cette constitution des dispositifs antinomiques contraires. Et si vous l'appliquez à fond, vous ne pourrez pas diriger ces pays. C'est pas possible. Donc il faut rétoileter notre constitution. Donc, selon Gaspard Hubert Lonsi-Koko, il n'est pas opportun de réviser cette constitution. Je pense qu'il faut le faire. Je suis ferme là-dessus et clair. Il faut réviser quelques dispositifs, excepté les dispositifs. Non, mais parce qu'il y a révision et changement. Non, il ne faut pas changer la constitution. La constitution, elle est là. Si vous changez la constitution, c'est un autre régime. Ça peut venir d'un coup d'État. Là, c'est la 4e République. Voilà. Quelqu'un arrive, fait un putsch, dissout toutes les institutions et apporte une nouvelle constitution. Mais on doit rester dans la continuité de l'existant et l'améliorer tout simplement. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit toileter notre constitution. Je n'ai pas parlé de changement. Il faut réviser la constitution, il faut la rétoileter. Mais le changement, non. Le changement viendra, je ne sais pas. Si... Mais parce que c'est ce qu'il veut. Félix Tshisekedi et l'UDPS, avec c'est ce qu'entend faire le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, mobiliser la population congolaise à voir c'est ce qu'on pourrait faire parce qu'il y a cette constitution qui bloque. C'est ce qu'ils veulent, c'est le changement et le Congo va passer à être une république. C'est leur droit de vouloir quelque chose. C'est aussi le droit du peuple congolais de dire non à ce qui n'arrange pas ses affaires. Quand ils vont faire leur tournée, c'est aux Congolais de leur dire niet tout de suite et on verra bien ce qu'ils vont faire. Mais qu'est-ce que le peuple congolais gagne dans tout ça? Pour l'instant, c'est la seule voie. Je ne vois pas comment on peut faire d'autre. Hein. C'est aux Congolais de se réveiller. Et si les Congolais ne se réveillent pas, vous et moi, nous ne pouvons rien faire contre une tentative de changement des constitutions. On ne peut pas leur empêcher de vouloir changer la constitution. Mais par contre, on ne peut pas accepter qu'ils mettent ou qu'ils le changent. C'est aux Congolais de s'opposer, de demander un référendum. C'est le rôle aussi de l'opposition. Et ils veulent faire une tournée pour sensibiliser les gens. Pourquoi l'opposition réunie ne fera pas une tournée aussi pour sensibiliser les gens aussi contre les changements de la Constitution? C'est ça un processus démocratique. Parce que selon vous, il y a une opposition qui existe au Congo? J'en sais rien, mais ils ont intérêt à le faire. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ils ne seront pas crédibles et qu'ils arrêtent à criailler à gauche et à droite et puis à s'exiler pour dire que Tshisekedi est dictateur. Il faut s'opposer sur place et il faut sensibiliser les gens. C'est M. Fayoulou et je suis d'accord avec lui, je l'ai toujours dit, qui parlait d'une opposition intelligente. Là, c'est là qu'on va voir si l'opposition elle est intelligente ou pas. Martin Fayoulou, l'opposant, il n'est pas avec Félix Tshisekedi? Ça, j'en sais rien. Je n'ai jamais été dans leur réunion. Si le visiteur de nuit, moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans leurs combines, dans leurs affaires. L'un des cadres de l'UDPS, qui était même dans le gouvernement précédent, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, lui, selon certaines sources, n'est pas d'accord pour que cette constitution soit révisée. Et il disait même, selon lui, la constitution de 2006 est la meilleure dont le pays n'ait jamais disposé depuis son accession à l'indépendance en 1960. Alors, il s'étonne qu'aujourd'hui l'UDPS prétende que cette loi fondamentale bloque les chefs de l'État. Votre commentaire, Gaspard Hubert Lonsi-Koko? Ça ne bloque pas du tout les chefs de l'État. Au Congo, le président a beaucoup de pouvoir. Et notamment, quand le président Kabila, avant la fin du mandat, a donné tous les pouvoirs financiers au président de la République pour déposséder le Premier ministre de ses prérogatives. Donc aujourd'hui, le président de la République a beaucoup de pouvoir et rien ne peut l'empêcher d'agir. Donc ça, ce sont des prétextes fallacieux. Il y a certaines dispositions qui peuvent être notamment révisées. L'article 217 et l'article 10 sur la nationalité. C'est injuste l'article 10 sur la nationalité. Quand vous voyez la plupart des gens aujourd'hui qui dirigent les pays, ils ont tous double nationalité. Or, il est un principe juridique qui dit les faits précèdent la loi. Quand on regarde cet article 10 qui dit clairement, qui parle de la nationalité congolaise d'origine, qui peut être congolais d'origine? Et comment vous pouvez enlever à quelqu'un sa nationalité d'origine quand bien même il a pris une citoyenneté étrangère? Je dis bien une citoyenneté étrangère. Si on regarde intelligemment cet article 10, c'est mal interprété selon les intérêts des uns et des autres. Si on regarde bien cet article 10, en gros l'article 10 dit que la nationalité congolaise d'origine est inaliénable. Peut-être faudrait reformuler ça différemment pour que ça soit clair parce qu'il y a une certaine ambiguïté entre l'exclusivité et l'inclusivité, mais ce dispositif doit être réglé, d'autant plus que les Congolais de la diaspora évitent aujourd'hui une crise sociale au pays
par rapport à l'argent, au soutien à leurs familles qui sont restées sur place. Ils sont Congolais quand il faut envoyer de l'argent, quand il faut aider les gens quand ils sont malades. Ils sont Congolais quand il faut jouer en équipe de football au sein des Léopards. Là, ils sont Congolais même s'ils ont la citoyenneté étrangère. Mais quand il faut faire de la politique, ils ne sont plus Congolais. Il y a une chose qui ne fonctionne pas. Dans l'Assemblée nationale, il y a... Mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont des... Bien sûr. Ils sont français, ils sont belges, ils sont canadiens, ils sont américains, ils sont là. Le seul cas que je peux comprendre, et ils utilisent ça pour ne pas réviser cet article, c'est qu'on a des voisins, leur population veulent nous infiltrer et nous risquons de donner la nationalité à des gens qui nous sont défavorables. À la limite, dans un premier temps, il faut conditionner la double nationalité. Il ne faut pas que ça soit avec des pays limitrophes. Vous n'allez pas pénaliser ceux qui sont loin, qui aident socialement les pays, parce qu'on a des problèmes avec nos voisins. Dans un premier temps, on ne délimite pas avec des pays limitrophes. On reviendra par la suite quand la situation va se stabiliser. Donc il faut qu'on arrête cette hypocrisie-là. C'est ce qui intéresse justement l'UDPS, Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général, et le président Félix Tshisekedi, c'est l'article 220 qui doit être déverrouillé. Le problème, c'est le nombre de mandats et la durée de mandat. Kabouya plaide pour 7 ans, renouvelable une fois, c'est ce que j'aurais appris, et si on y ajoute les 10 ans de mandat 2018-2028 de Félix Tshisekedi, c'est parti pour 24 ans. Si on arrivait à réviser la Constitution et si cet article verrouillé est modifié, Tshisekedi recommence tout. Vous, analystes politiques, comment vous analysez ce genre d'attitude? M. Kabouya, en disant ça, il me semble qu'il plaide pour sa chapelle. Et nous devons arrêter de jouer aux apprentis sorciers et ne tentons pas non plus les diables. Si vous voulez déverrouiller ce qui a été verrouillé par un référendum, et vous vous étonnerez après que les gens puissent agir autrement. Agir comme ça, c'est une façon de coup d'État déguisé. Or, il y a des dispositifs constitutionnels qui disent qu'on peut mettre un terme par tous les moyens à des gens qui veulent... L'article 64 de la Constitution. Voilà. Donc, ils ne tentent pas les diables, qu'ils lisent bien cette Constitution. Il ne faut pas qu'ils prêtent à la joue pour se faire battre. On n'est pas obligé de rester président à vie. On a critiqué les maréchals Mobutu, dictateurs. Mais maintenant, il y a des gens qui veulent déverrouiller certaines choses pour rester là, longtemps au pays. Non. Et pourquoi faire? C'est pour conserver le pouvoir. Il faut faire les choses quand on est là, c'est tout. Les spéciales de RVVS. Dialogue national, révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Pourquoi faire? Avec Gaspard Hubert Lonsi-Koko, écrivain, analyste politique et conférencier. Gaspard Hubert Lonsi-Koko, pendant l'état de siège, peut-on réviser la Constitution? La Constitution est claire. Hein? Vous ne pouvez pas réviser la Constitution pendant l'état de siège, ni lors d'un intérim. Vous n'avez pas le droit. Et quand vous faites l'état de siège, c'est 30 jours, peut-être renouvelé après. Mais revenons sur les changements de la Constitution. Je ne vois pas comment ils peuvent changer cette Constitution. Déjà, aucune clause dans la Constitution évoque les changements de la Constitution. Il y a possibilité de réviser la Constitution et j'ai dit là quelles sont les modalités pour pouvoir réviser la Constitution. Même le Parlement réuni en Congrès ne peut pas réviser la Constitution. Agir de la sorte, c'est faire un coup d'État. Donc ils n'ont pas le droit. La seule façon de le faire, c'est de demander au peuple congolais par référendum si oui ou non ils veulent réviser la Constitution. Et après, il faudrait leur présenter une Constitution par référendum, ceux qui l'approuvent ou non. Mais tant qu'ils n'approuveront pas, la Constitution précédente existe toujours. Donc je ne vois pas. Ils veulent jouer sur l'article 214, qui dit ceci: nulle sécession, ni échange, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendum. Ils veulent se servir de ça, même si dans cet article on ne parle pas des changements de la Constitution, mais ils veulent jouer là-dessus pour que le peuple, par référendum, leur accorde la possibilité de changer la Constitution. Mais je suis catégorique là-dessus, ce sera un coup d'État, parce que si la Constitution actuelle ne permet pas le changement de Constitution, vous ne pouvez pas le changer, sauf par coup de force. En tant qu'analyste politique, en quoi la Constitution fait-elle la grandeur d'une nation? La Constitution fait la grandeur d'une nation dès lors qu'elle est révisée dans les règles, dès lors qu'elle est respectée et dès lors qu'elle est ajustée à minima selon l'évolution de la société. La Constitution est quelque chose qui ne permet pas aux gens de rester ad vitam aeternam aux affaires. C'est quelque chose qui est une sorte de canevas, de cadre qui permet
à tout parti politique de mettre en pratique la politique pour laquelle il a été élu. C'est un cadre qui permet d'éviter les dérapages. Voilà le rôle d'une constitution. Et non un cadre qui permet à certains de vouloir s'éterniser ou de les changer selon leurs propres intérêts. Une constitution révisée par la même classe politique peut-elle changer quelque chose dans un pays? D'où la nécessité du référendum. Une classe politique peut réviser sa constitution si le peuple n'est pas d'accord ou l'opposition n'est pas d'accord, mais bâtie à l'Assemblée parce qu'elle est minoritaire, elle peut recourir à la voie référendaire par le biais du peuple. Et là, le gouvernement sera obligé de s'incliner. Encore faut-il, vous l'avez soulevé tout à l'heure, que le peuple congolais ait le courage et la capacité de pouvoir s'opposer à des lois injustes. Les latinistes disent Sumum ius summa injuria. Rien n'est plus injuste que lorsque la loi elle-même génère des injustices. Alors nous ne pouvons pas accepter une constitution qui ne va favoriser qu'une classe politique au détriment des populations locales ou nationales. Quel regard portez-vous sur cette classe politique? Là, j'essaierai d'être un peu dur aussi envers les Congolais. On dit que les gens n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. S'ils estiment que la classe politique est mauvaise, c'est que le peuple congolais lui-même est mauvais aussi parce qu'il a choisi des médiocres. Je ne dis pas qu'ils sont médiocres, mais je pars du principe que si le peuple ne mérite que les dirigeants qu'il mérite, il faut que les Congolais s'interrogent sur leur choix. Dialogue national, révision constitutionnelle. Gaspard Berlonsi Coco, pourquoi faire? Là, c'est la fameuse question. Quand on est... regardez, l'objectif de tous ceux qui sont passés à la tête du pays, c'est de mettre fin à la guerre à l'Est. C'est quelque chose d'élogieux, de judicieux. Mais quand vous ne parvenez pas à mettre un terme aux souffrances de vos populations, pourquoi voulez-vous encore qu'on renouvelle ou qu'on vous donne encore d'autres années pour pouvoir continuer? Faites ce que vous avez à faire, au moins le maximum. Si vous n'avez pas fini, vous n'êtes pas les bons dieux. Il y aura d'autres personnes qui vont arriver, qui vont prendre le relais. Faites au moins les 2/3 du job pour que votre successeur puisse poursuivre sur l'élan engagé. On ne peut pas rester là jusqu'à ce qu'on règle tous les problèmes et puis s'en aller. Ça n'existe pas. Vous avez un temps défini. Vous avez accepté de faire des choses pendant ce temps défini. Faites-les. Si le temps est écoulé et que vous n'avez pas fait ça, votre mandat est fini, vous partez. C'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Ça, c'est vouloir prendre les gens en otage et... ce serait idiot d'accepter une telle proposition. C'est pas honnête. Gaspard Berlonsi Coco, écrivain, c'est quoi le dernier livre publié? L'avant-dernier qui est sorti au mois de juillet, c'est Frère Angelo, où je parle d'un esclave africain en provenance de la région ouest de l'Afrique qui s'est retrouvé en Autriche, qui est devenu vénérable maître de la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs Angelo Soliman, Madi Maké de son nom, qui a initié Mozart, qui a initié les papas de Mozart. Donc c'était un vénérable maître d'une loge de la maçonnerie autrichienne. Le dernier qui est sorti au début de ce mois, le titre c'était Booker T. Washington, un esclave aussi, qui est le premier noir à avoir été reçu à la Maison Blanche. Et c'est grâce à cet homme, à son combat, qu'aujourd'hui on a aux États-Unis des gens comme Barack Obama, des gens comme Kamala Harris. C'est par des combats menés en amont qu'aujourd'hui les Noirs ont une visibilité. Il a ouvert la voie. Voilà. Tous les restes n'ont suivi que les sillons tracés par Booker T. Washington. De son vrai nom, Booker Taliaferro Washington. Merci Gaspard Berlonsi Coco. Je rappelle pour les auditeurs que vous êtes écrivain, analyste politique et conférencier. Au revoir et à bientôt sur RVVS 96.2.